Sauf que là, ils commencent à nous référer plein de clients. Et là, on commence à être sous l'eau. Il y a tous les indicateurs qui sont rouges. Ce qui est important, c'est surtout the journey, l'aventure que tu vis plus que le end goal. Pour moi, c'est pas une réussite. T'as passé 20 ans de ta vie, sur peut-être les plus belles années, à avoir une expérience désagréable. Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, on a le plaisir de recevoir Patrick Marinski. J'y suis ou pas? Pas loin. Ouais, très bien. Très bien. Tu es un multiple entrepreneur. Tu as fondé plusieurs sociétés et ici, on va creuser surtout web interprète et global, si je dis pas de bêtises. Alors, j'essaie de résumer les deux business qui se ressemblent en partie. Donc, web interprète, l'idée, c'était d'aider les e-commerçants présents sur les plateformes de revente en ligne type eBay, type Amazon, à se déployer à l'international de manière simplifiée. Donc les challenges, on va en parler tout à l'heure, mais quand on passe d'un business 100% français à un business qu'on veut déployer par exemple en Angleterre, il y a un tas de problématiques qui sont liées à la monnaie, à la distribution, aux fiches produits en elles-mêmes. Et donc tu as développé une plateforme qui facilite cette transition. Donc ça, c'est la première société. La société, c'est Global, en fait, qui, j'imagine, issue de ces apprentissages, permet en direct, cette fois-ci, auprès des commerçants, donc on passe plus par un intermédiaire, de faire cette partie de revente à l'international, notamment avec toutes les problématiques qui sont transfrontalières. Si on prend l'exemple d'une grande marque de luxe qui décide de se vendre en Suisse, par exemple, c'est pas la même problématique que vendre dans le circuit européen monnaie euro. Et du coup, ces deux sociétés combinées font aujourd'hui 220 personnes, une présence dans 8 pays. J'ai noté qu'il y avait 33 000 marchands qui utilisaient les solutions et que tu avais fait une levée de fonds de 20 millions d'euros en série A l'année dernière. C'est bien ça. Bah, bienvenue. Merci. Salut Patrick. Ouf, on est bon. Dans le podcast, il y a 3 parties. La partie qui est le 0 to 1, on va s'intéresser vraiment au go-to-market en fait au début. Tiens, comment on se lance dans une aventure comme celle-ci et à quel moment tu commences à te dire tiens, maintenant ça commence à marcher. La deuxième partie sur le scale où Émeric va creuser 2 points spécifiques qui selon lui et selon l'impression qu'on a faite sont intéressants à creuser avec les auditeurs, et un dernier point sur le next game finalement, maintenant vers où tu vas aller. Et ouais, ce qui marche bien dans le podcast, c'est un peu les punchlines, les phrases courtes qui retiennent des concepts un peu clés de ce que tu as pu faire. Ok, très bien. On m'a remonté le point il n'y a pas longtemps. Merci Julien. Après, c'est ma seule intervention. Non, et t'as la conclusion en 3 points après. Ah ouais, je suis concluseur moi. Okay. Donc si on revient au 0 to 1, justement, on se projette en quelle année? En 2007, si je ne dis pas de bêtises. Oui. 2007, donc j'ai créé déjà, j'ai fait un master spécialisé en entrepreneuriat à l'EM Lyon. Okay. J'ai rencontré mon futur associé en fait, et tout de suite après ce master, j'ai créé d'abord une première société de services informatiques. Là, mon associé lui travaille pour une PME à Paris. Et il a fait appel à mes services, parce qu'il y a un très gros projet informatique qui démarrait. Donc on a beaucoup travaillé ensemble ici dans un bureau à Paris. Et à un moment donné, mon futur associé me dit « Tiens Patrick, j'en ai marre d'être salarié, j'aimerais bien me lancer aussi dans l'entrepreneuriat. Et voilà, donc je vais démissionner de ma boîte, sache-le. » Moi, j'étais un peu gêné parce qu'il était chez mon client, chez mon plus gros client. T'as dit, réfléchis bien. Bon, je vais peut-être pas leur piquer un de leurs éléments clés. Mais bon, au final, voilà, il avait pris sa décision, donc c'était irréversible. Et je lui dis, bah tiens, il y a un projet dans ma boîte de services informatiques dans lequel j'avais commencé à investir. Je pense qu'il y a quelque chose à faire. Si ça t'intéresse, viens, on fait un business plan et tu peux développer le projet. Très bien. Donc voilà, il a commencé à développer le projet. À la base, je me suis dit, il va gérer le projet, ça va marcher tout seul. Et moi, je vais regarder ça de loin. Et bon, ça se passe jamais aussi facilement, malheureusement. Et après, voilà, de fil en aiguille, je commence à m'impliquer de plus en plus dans ce projet. Et après, j'ai même revendu la boîte de services informatiques. Bon, c'était une petite boîte, hein, pas au niveau de Théodo. La boîte avait 1 an, donc, mais j'ai revendu au directeur informatique. Et voilà, je me suis lancé corps et âme dans... Mais ça aurait pu être autonome. C'était un projet vraiment ad hoc que tu avais. Ouais, c'était un side project au début. Ouais, c'est ça. Ouais. En théorie, oui. Après, la réalité, c'est que lancer une start-up, en plus de développement de logiciels, où on est éditeur de logiciels, il y a tellement de challenges, product market fit, channel fit, financement et autres, que lancer ça tout seul, c'est quand même très compliqué. Ouais. Et t'avais une business de service d'un côté, et en plus, là, tu voulais lancer plutôt un logiciel. Donc, là, c'était un produit. Donc là, tu bascules.
Là, je bascule, voilà. Corps et âme, on met le doigt, comme on dit, et puis on nous prend le bras, et ainsi de suite. Et je pense qu'il y avait une question aussi par rapport donc au déroulé, c'est un peu le 0 to 1, comment on acquiert nos premiers clients. Ouais, comment tu sens que ça pousse à un moment donné et que tu dis j'ai mis le doigt sur le bon truc. Ouais, alors déjà, peut-être les premiers clients, donc le réseau m'a bien servi, notamment le réseau école. Quand j'avais fait notamment le master spécialisé en entrepreneuriat à l'EM, c'est pas pour faire de la pub spécifiquement pour une école plutôt qu'une autre. Mais on peut faire de la pub à l'EM, c'est une très bonne école. Pourquoi pas. Mais c'est surtout pour dire que voilà, ces réseaux d'école, au début, ça peut aider à créer un réseau. J'avais hésité quand même à investir dans ce master spécialisé après une formation plutôt informatique, parce que ça coûte assez cher. J'avais fait un prêt, tout ça. Mais en fait, c'est là où j'ai trouvé mes premiers investisseurs, donc des business angels, des collègues de promo qui avaient un peu de fonds familiaux. Et également, mon associé, avec lequel on est toujours ensemble. Et également, voire même via ce réseau des premiers clients. Via ces réseaux d'école, des premiers clients. Ouais, donc tu t'achètes un réseau. C'est ça. En plus de la formation. Si on sait l'exploiter, ce réseau, ça peut avoir pas mal de valeur. Ouais. C'est intéressant. Ça, c'est un premier. Enfin, c'est un peu moins de leverager son école qui coûte un certain. Bah, chez KHEC, ils le font au max, hein, ça, de leverager le réseau. Non, mais on a peu de retours là-dessus, donc c'est intéressant. Ouais. Mais je pense que souvent, même dans les statistiques, on voit que de belles entreprises ont été créées par, en pourcentage plus important, par des personnes qui sont sorties de certaines grandes écoles. Je pense que c'est pas tant parce que les personnes sont plus brillantes, mais aussi le réseau les a pas mal aidés à. Surtout au démarrage, à faire accoucher une idée. À bien se lancer et à bien s'entourer aussi. Et du coup, tu te rappelles peut-être des premiers clients, les premiers soubresauts, comment ça se passe et à quel moment ça devient véritablement un projet viable? Alors, on a un peu pivoté quand même au début. Le fameux pivot dans la startup, où au début, le projet Web Interprète, ce qu'on a développé, c'était une solution qui permettait à ce que chacun parle dans sa langue et s'entende dans sa langue à distance. Donc, je parle français, tu parles chinois, tu parles russe, et chacun à distance s'entend dans sa langue et autres, avec des interprètes à distance sur Internet qui ont tout un système de routage de voix et ainsi de suite. Ça pourrait servir à Julien Masson. Ouais, pour l'anglais, on a la version anglaise. Pourquoi pas. En tout cas, on n'a pas continué à développer ça, parce que ce dont on s'est rendu compte, c'est que sur ce business-là, on n'avait pas beaucoup de récurrence, au final. C'était pas super scalable, parce que ça demandait quand même pas mal de c'est un pain point un peu isolé, c'est ça, un peu isolé. On a une boîte qui fait une acquisition je me souviens qu'il y avait Obad qui avait fait une acquisition en Corée, c'était en plein pendant les fêtes de Noël, donc nous, on fêtait pas Noël, on était en train de suivre les conférences d'Obad qui faisait son acquisition. Et une fois qu'elles ont fait leur acquisition, elles ont des personnes en place, et ensuite après, elles n'ont pas forcément besoin du service. Donc assez peu de récurrence, et au final, on investit dans l'acquisition, peu de récurrence. Ouais, tu peux te payer un interprète à ce moment-là. C'est ça, et on s'est rendu compte que la récurrence est aussi clé pour scaler les business. C'est beaucoup plus facile en tout cas de scaler un business quand tu as une forme de récurrence. Absolument. C'est répétable. Ouais. Donc on a un peu pivoté. Là, encore une fois, via un peu le réseau, plus le réseau de l'EM Lyon, mais un peu le réseau professionnel. Je me souviens, j'avais un prof d'anglais, parce que je prenais... Voilà, je suis pas le seul peut-être à pas être super en anglais, je sais pas si c'est vrai ou si c'est juste... Non, mais je fais des conférences en anglais, des jaloux, je fais des TED. D'accord. En Silicon Valley. Mais voilà, j'avais un accent pourri en anglais, et du coup, vu qu'on travaille pas mal aussi à l'international, je me suis dit, bon, je vais prendre des cours au moins pour améliorer. En Californie, vous m'avez bien servi l'accent français à la con. Ouais, en plus, en fonction des pays, les accents sont différents, c'est pas toujours évident. Ouais. Et donc voilà, j'ai ce fameux prof d'anglais en Angleterre et qui m'explique, voilà, j'ai un side business, moi j'achète sur des places de marché des produits, c'était des vestes en cuir et les revendais dans d'autres pays, toujours sur une place de marché, mais dans d'autres pays. Je lui dis, bah tiens, c'est un peu con qu'il y ait quelqu'un qui soit obligé qui faisait un bon business avec ça, d'acheter des produits dans un pays sur la même place de marché, aller les revendre dans l'autre et autres. Il y a sûrement peut-être moyen de réutiliser un peu notre technologie aussi de traduction et autres pour faciliter ça. On a commencé à faire des tests. Là, ça a commencé à faire des ventes. On a commencé à démarcher les premiers clients où leurs ventes ont commencé à bien augmenter. Et là, on s'est dit, bon, on commence à avoir quelque chose. Mais en tout cas, voilà, c'était encore assez timide. Ouais, mais là, tu tenais un vrai... un vrai product market fit. Ouais. Je pense que ce qui est important, c'est de valider qu'on délivre la valeur ou la promesse, comme on appelle ça. Là, la promesse, c'était augmenter ses ventes. Et là, ça augmentait bien les ventes. Donc, on s'est dit, tiens, on a quelque chose. Et au moment, pour répondre à ta question, on s'est dit, bon, là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de partir fort. C'est que dans notre petit bureau à Sonfière Antipolis,
d'ici là, on avait bougé de Paris à Sophia Antipolis parce qu'il y avait un incubateur qui nous avait invité J'habite à côté. à Sophia Antipolis, c'est pas très loin de Cannes, c'est à côté, au-dessus d'Antibes. Ouais. Très charmant, mais il n'y a pas beaucoup de talent, donc je recommande pas forcément d'aller là-bas. Maintenant, il y en a pour scaler, il y a au moins Julien Masson, voilà, c'est quelque chose quand même. Pour scaler, c'est pas évident, c'est sympa au début, mais après, dès qu'on scale, justement, on a vite besoin d'aller en endroit où il y a plus de talent. Donc on avait ce petit bureau avec 5-6 personnes à Sophia Antipolis, et on a eBay qui nous contacte, le siège, pour nous dire, tenez, on a entendu parler de votre solution auprès de certains vendeurs, nous on cherche une solution justement sur notre plateforme pour aider les marchands à scaler à l'international. Ils viennent nous voir dans notre bureau un peu... Les Américains. Notre bureau un peu ringard, pas super moderne et autres. Et ils nous disent, voilà, on veut tester, voir si ça scale, si ça génère bien de la valeur et autres. Et donc on a assez rapidement validé ça, et après ils ont dit, tiens, génial, maintenant on va commencer à vous référer des clients. Donc on dit, cool et tout. Donc on commence à faire un plan avec eux, très bien, allons-y, on est jeunes entrepreneurs ambitieux, pas de problème, on y va. Sauf que là, ils commencent à nous référer plein de clients. On en a un peu parlé. Et là, on commence à être sous l'eau, mais il y a tous les indicateurs qui sont au rouge. Là, le support qui est au rouge, les sales au rouge, la plateforme en rouge. Enfin là, ça commence à être... Ça craque de partout. Ça craque de partout. Régis, il appelle ça des startup sizes. Je l'ai fait avec l'accent. Ouais, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, bon... On est un peu comme des lapins. Donc, t'es avant le scale, en vérité. Ouais, c'est ça. On est avant le scale, mais en tout cas, on sent que là, il y a quelque chose qui part fort. C'est quoi la proposition de valeur qui matche bien, là, à ce moment-là, d'après toi, qu'ils achètent Le truc qu'ils achètent, c'est que bon, ça augmente les ventes, déjà, et eux, vu qu'ils prennent un pourcentage sur les ventes, c'est tout bénef pour eux. Et ensuite, en plus, ça leur génère des catalogues de produits dans des pays où ils ont potentiellement moins de catalogues de produits. Donc, tu crées du contenu. Je crée du contenu, donc ça leur génère plus d'acheteurs aussi qui viennent pour ce contenu, et plus de ventes, et ils prennent un pourcentage sur ces ventes. Donc pour eux, c'est tout bénef, quoi. Enfin, les plus gros gagnants dans l'histoire, souvent, c'est ces grosses plateformes. De toute façon, c'est des GAFA. Mais le vendeur de pioche, ça marche bien aussi, quoi. C'est ça, ouais. Nous, on était bien contents de participer à ça, parce que ça nous a aidé à bien accélérer. Et là, on commence à recruter des dizaines de personnes, vraiment, une dizaine de personnes par semaine ou par mois. Et là, bon, notamment d'où la localisation, parce qu'on parlait de Sophia Antipolis, ce qui est sympa, mais bon, on devait recruter on ciblait surtout les marchés anglais, allemands. Et là, alors à Sophia Antipolis, pour recruter des gens natifs anglais, qui ont de l'expérience en e-commerce, voire en nouvelles technologies et autres, bon, ça commence à devenir super compliqué. Alors, je me souviens, on m'avait présenté un ancien militaire qui avait 50 ans, qui parlait allemand, enfin un ancien militaire allemand, pour vendre solution e-commerce, c'était pas forcément bien adapté. Pareil, on visait aussi le marché anglais, enfin anglais et le marché allemand, donc c'était pas évident. Et on avait quelques développeurs en Pologne, historiquement, et on dit, bah, tiens, on va essayer de passer des annonces, des offres d'emploi aussi en Pologne à ce moment-là. Et là, on voit que, enfin, c'est un peu le test and try, toujours. Et là, on voit qu'on arrive à recruter pas mal de monde dans nos bureaux à Varsovie. Les Polonais parlent allemand. Qui parlent bien anglais et allemand, parce que c'est un pays c'est un peu comme Dublin, où il y a eu beaucoup d'immigration, de familles qui ont immigré en Angleterre, en Allemagne. Ouais, c'est cosmopolite. Et du coup, quand les familles sont revenues avec leurs enfants, les enfants avaient grandi en Angleterre ou en Allemagne, donc ils étaient natifs anglais ou allemands, plus une semaine pour changer de travail, alors qu'en France, on mettait presque 6 mois à recruter des gens à Sophia Antipolis, parce qu'il y a 3 mois de préavis, 3 mois pour que les gens déménagent. Donc au final... Donc là, t'as bougé à Varsovie à ce moment-là alors pas tout de suite. Alors là, on a commencé à recruter pas mal, j'y allais toutes les semaines. Faut dire que t'es d'origine polonaise aussi. Ouais, tu parlais la langue. Je parlais un petit peu la langue, donc ça a aidé, voilà, parce que mes parents sont d'origine polonaise. Je suis né en France, mais ils sont d'origine polonaise, donc ça m'a aidé, hop. Donc on a commencé à scaler sur le réseau, le bureau, ouais, sûrement, ouais. Et on a commencé à scaler le bureau là-bas, à Varsovie. Donc là, en tout cas, avant de passer à Emmerich, là, ça avait commencé à tracter fort. Ouais, là, ça commence à tracter fort, parce qu'il y a des semaines où on recrutait vraiment des dizaines de personnes. En Pologne, ce qui était bien à l'époque, c'est qu'il y avait qu'une semaine de préavis, donc on payait mieux que tout le monde, parce qu'à l'époque, c'était pas un marché, le marché interne était pas très développé, donc c'était facile de recruter des top talents super vite. Et là, voilà, on avait vraiment une machine qu'on pouvait scaler. Ça, c'est aussi quelque chose d'important, je crois, l'accès au talent quand on doit scaler. Trouver des endroits où on va parce que souvent, ça peut être un facteur limitant, je pense que même pour Théodo ou autre. Voilà, c'est quelque chose qui est pas évident. Il y a sûrement d'autres solutions aussi, mais voilà, donc là, ça nous a bien aidé à pouvoir scaler. Donc on s'est
On a reparlé avec notre partenaire, la eBay, on leur a dit, bon, écoutez, on veut bien scaler avec vous, mais allons-y progressivement, parce que là, passer de 10 à 1000 overnight, c'est juste impossible. Donc voilà, après, on a... T'aimerais que tu vas aborder justement les points de scale. Ouais, c'est passé. Et mais, du coup, le premier, on parle souvent de la culture d'entreprise. On en a beaucoup parlé à ce podcast, mais toi, t'as eu la chance de monter 2 business qui étaient assez similaires, mais différents. Tu peux revenir d'ailleurs sur le deuxième pour expliquer. Donc, le premier, c'était une vente indirecte. Tu passais par les plateformes, et donc, finalement, t'avais pas d'équipe de vente en direct. Et le deuxième, à l'inverse, tu avais des équipes de vente en direct. Et j'étais intéressé que tu développes un peu et tu nous expliques pourquoi le go-to-market pouvait définir la culture d'entreprise. Ouais, c'est un très bon point. Alors, c'est vrai que sur la première boîte, comme on l'a compris, vente indirecte, donc on reçoit surtout des clients. Le vrai focus, c'est comment bien processer tout ça, parce que c'est des milliers de petits clients, quelque part. Donc, pour être sûr qu'on soit rentable sur chaque petit client, que chaque process soit ultra automatisé, il y a des notifications pour recontacter les marchands au bon moment et autres. Donc, grosse attention produit. C'est ça, produit et process ultra automatisés pour gérer ces milliers de petits clients. Deuxième boîte, donc Global, où là, on a créé une boîte, en fait, dans Web Interpret, on a développé, boîte assez rentable, juste pour faire la transition. Et quelque chose auquel ne pensent pas tout le temps les entrepreneurs aussi en termes d'exit potentiel, c'est le LBO. Le LBO, donc pour faire simple, leverage buyout en anglais, c'est quand on a une boîte rentable, on peut faire de la dette auprès de la banque pour en fait racheter les parts, nos parts ou les parts des investisseurs et autres. Et vu que la première boîte était assez rentable, notamment aussi grâce au fait qu'on se développe avec des partenaires, le coût d'acquisition de clients était assez faible. On a pu, on avait à peu près 30% de rentabilité. Donc, à un moment donné, on avait des investisseurs en plus qui devaient sortir. Ils avaient des fonds qui avaient 7 ans de durée de vie. On dit, voilà, on doit sortir. Donc, on a une opportunité de racheter ces investisseurs à un bon prix. On avait un top management qui voulait prendre plus d'autonomie. Et du coup, on s'est dit, bah tiens... T'as organisé la transmission. Voilà, t'as fait ton LBO pour organiser la transmission. On lève de la dette. On rachète les parts des investisseurs. On fait même un peu de cash-out pour créer une nouvelle boîte, parce qu'avec mon associé, on était intéressé pour démarrer une nouvelle aventure, et le top management, on incentive pour qu'ils puissent prendre l'autonomie et les opérations. Ouais, t'organises tout ça grâce à un LBO. C'est ça. Voilà. LBO, parce que rentabilité et parce que process bien rodé. Exactement, parce qu'on n'est pas dans la startup classique qui a levé et qui est en cours qui essaie de chercher de la rentabilité. Toi, tu avais un business model qui était très rentable, des coûts d'acquisition très faibles, pas de route de la revente. On avait levé, mais pas trop. Ouais. Et voilà, et grâce à cette vente indirecte... T'aimerais que tu peux expliquer en 2 mots ce que c'est un LBO, même si tu l'as expliqué pour ceux qui écoutent. Le concept est simple, comme tu le disais, tout simplement, à partir du moment où ta société permet de générer des cash flows, de la trésorerie, ça veut dire que tu peux lever une dette et que cette dette te permet aussi de racheter des titres. D'habitude, on peut prendre de la dette pour s'endetter pour acheter un immeuble, etc. En l'occurrence, là, pour racheter des titres. Et donc, si je comprends bien, tu es resté quand même actionnaire pour partie. Tu as vendu une partie de tes titres et tu as surtout aidé les managers du dessous à racheter la société. Et avec ce capital, tu es allé monter la deuxième société qui est Global. Mais ce qui est bien, c'est que sur la première, tu as fidélisé tes top managers qui avaient la hargne parce que tu les as un peu... Exactement, ils sont incentivés, donc ils peuvent avoir de plus en plus de parts aussi. C'est assez intéressant, mais là, on avait quand même fait des levées de fonds, donc je suis passé d'une boîte où j'avais à peu près 30% de parts, à une boîte après, avec mon associé où on avait, après le LBO, 80% de parts, où en plus on a fait du cash-out. On aurait pu potentiellement faire plus de cash-out suivant ce qu'on voulait faire, et notre top management qui a été incentivé dans le temps, qui va avoir de plus en plus de parts aussi. Et des parts aussi dans une nouvelle boîte que là tu crées. A créé. Et pourquoi tu as eu envie de changer un moment? Tu te dis, j'ai fait mon temps, enfin il y a le nouveau management derrière qui pousse en dessous, qui a envie de prendre il y a le nouveau management, plus de responsabilités. Et après, je pense que c'est un peu comme une maison, c'est-à-dire que quand tu construis une maison, à un moment, retaper une maison existante, il y a des limites. Versus créer une nouvelle maison from scratch, tu l'as créée avec complètement d'autres personnes, d'autres systèmes, d'autres process. C'est plus simple, en fait. Tu t'abstrains du change. C'est plus simple, et en 15 ans, en plus, il s'est passé beaucoup de choses. Les technologies, comme quand tu construis une maison, je pense que tu construisais une maison... en plus, les technologies, ça évolue souvent plus vite dans les sociétés informatiques que dans les matériaux de construction. C'est comme peut-être si tu construis une maison il y a 100 ans versus si tu construis une maison aujourd'hui.
c'est pas du tout les mêmes matériaux, plus du tout le même savoir-faire, et ainsi de suite. Donc tu repars d'une feuille blanche, t'as pris ton argent de ton cash out, et tu repars avec le même associé, vous repartez, vous créez ta deuxième société. Et on crée la deuxième société. Intéressant, la Provère a duré 15 ans. C'est du temps long en fait. Juste, je reviens pour pas qu'on sur le go-to-market. Donc la première, c'était une vente directe, c'est ça? Donc, indirect, parce que c'est les partenaires donc, qui vendent principalement, et nous on se focalise sur bien gérer les process. Donc là, tu dis quand tu es en vente indirecte, tu es obligé d'avoir une culture produit hyper forte. C'est ça, produit et process. Tu mets le braquet ici. Les deux sont un peu liés, parce que tes process, tu les automatises un peu, mais si tu veux, tu as les process de ton produit et les process après même de ton CRM et ainsi de suite, de tous les systèmes informatiques. Donc global différent. Donc une culture d'entreprise très tournée vers ces aspects produits, process, et moins comme dans ta deuxième société, du coup là tu vends en direct, donc là tu dois aller chercher des clients, donc là très sales, très tourné vers les sales. Absolument, donc la deuxième boîte, donc là toujours dans le domaine, on avait découvert quelque part, il y avait une opportunité parce qu'on avait des clients, quand on avait des marques un peu plus grosses, ça nous disait bon, la place de marché c'est bien, mais là où on fait nos ventes principales, c'est sur nos propres sites e-commerce. Donc on avait identifié cette opportunité, on s'est dit bah tiens, on va faire une solution pour justement ce type de marchands, ce type de marques qui vendent en direct et qui ont besoin aussi d'une solution. Et par contre là, on a des clients comme Dior, Tag Heuer, Hugo Boss par exemple en Allemagne, voilà, on a plus tu t'es fait plaisir sur les marques. Des grosses marques. Enfin, on a eu la chance de pénétrer le marché du luxe, de pénétrer ces marques, mais donc du coup ça n'a rien à voir entre le petit marchand qui vend sur la place de marché, on en a des dizaines de milliers, et puis des grosses marques qui n'ont pas du tout le même niveau, c'est pas du tout le même process de vente, d'exigence, il y a quand même beaucoup. C'est pas de la vente. Tu vas pas du tout la traiter de la même façon. Non, on n'en vend pas 1000 par mois de manière complètement automatisée et ainsi de suite. Au final, les revenus peuvent être comparables, mais les process sont complètement différents et du coup, la culture est complètement différente parce que le focus, justement, dans une boîte qui est très orientée SMB, voire very small SMB, encore une fois, c'est vraiment tous ces process de bien automatiser pour être sûr que tu as un bon... Pour gérer du volume. C'est ça. Tu gères du volume, donc en coût d'acquisition versus lifetime value. C'est fine-tuner au maximum. C'est ça, voilà. Tu concentres surtout là-dessus, sur bien fine-tuner ton modèle pour être sûr qu'il soit pérenne. Et quand tu fais plutôt un go-to-market, plutôt vente enterprise, donc à des plus grands comptes, là, tu as un focus ultra sales. Où tous les leadership meetings qu'on a chaque semaine, c'est OK, sur tel et tel gros deal, où on en est, comment on avance, comment on gagne face à la concurrence. C'est un point important ce que tu dis, parce que c'est pas qu'une question de technologie cette histoire, parce que tout le monde pense que la techno c'est magique, mais faux quoi. Non, pas du tout. Tu peux être une boîte tech et avoir une vraie équipe commerciale. Et en plus, en enterprise, c'est pas forcément toujours le meilleur produit qui gagne. Souvent, c'est ceux qui vendent le mieux, qui sont le plus forts commercialement. Et au niveau tu te rapproches des premiers amours de vente de boîtes de services, en fait, un peu au début, avec des ventes sur mesure. C'est la même chose. Plus gros panier. Sauf que ton produit, il est un peu standardisé. Ouais, mais après, tu peux rentrer dans le récit du client, j'imagine. Après, on le fait de manière un peu inconsciente. Maintenant, on s'en rend compte, si tu veux, après coup, de ces vraies différences de culture. On l'a pas fait de manière consciente en se disant, bah tiens, on a envie d'avoir une culture ultra sales. On s'est plutôt dit, bah tiens, sur ce type de produit par rapport au marché, ça vaut le coup d'aller le vendre à ce type d'acteurs d'après nous. Et on subit un peu quelque part après la culture, mais je pense que c'est important du coup d'essayer de l'anticiper parce c'est ça le point. Le learning qu'il y a derrière, c'est que l'anticiper par rapport à ton business model, c'est intéressant de se poser la question en amont. Ça veut dire qu'il va falloir que tu montes une vraie organisation sales et que toute ta boîte va être tournée vers toutes les semaines. Ça, tu l'avais compris dès le départ ? Non, j'avais pas complètement anticipé. Non. Ça aurait changé quoi si tu avais anticipé ? Alors, moi personnellement, la partie que je préfère, c'est effectivement designer des solutions. Plus que la partie commerciale, c'est excitant, j'aime bien gagner des deals, mais voilà, toutes les semaines, juste à me dire, ok, est-ce qu'on gagne tel deal, comment on fait pour pousser tel client à signer et autres.
Bon, je sais le faire, mais ça m'excite moins à terme. Il y en a. Mais il faut qu'il y en ait au moins dans la boîte qui sache le faire. Parce que tu vois, il y a un moment. Absolument. Un des deux fondateurs. Non, mais on a des personnes qui savent bien le faire. On a un super VP of Sales aussi, Julien Dubois, s'il nous entend. Voilà, je lui passe le bonjour. Casse dédié, Julien. J'espère que tu écouteras le podcast. Voilà, je lui passe le bonjour. Mais effectivement, peut-être que j'aurais, si j'avais vraiment le choix, je dirais peut-être que j'aurais pris d'autres options à la base. Voilà. C'est pour ça que je pense que c'est important d'essayer d'anticiper ça un peu, qu'en fonction du go-to-market qu'on va choisir, la culture va être complètement différente de la boîte. Et il faut aussi qu'il y ait une bonne synergie entre les ressources, c'est-à-dire par exemple les fondateurs de la boîte et derrière la culture, parce que s'il y a des fondateurs qui sont ultra sales, ils peuvent super bien se sentir effectivement dans un environnement de go-to-market enterprise où ils vont se focaliser principalement sur les sales. Par contre, s'ils sont ultra sales et qui vont dans un environnement où là c'est d'ultra processing, de petits comptes et autres. Et de features techniques. De features techniques, peut-être qu'ils vont. Mais c'est marrant parce que ce que tu dis, on l'a vu dans 2 boîtes qu'on a eu dans le podcast, Steeler qui était culture size à fond et partout qui devait faire cohabiter les deux. Tu te rappelles pas, hein? Parce que lui, il vend des petits comptes et il doit aussi adresser des grands comptes. Il appelait ça les éléphants dans son jargon. C'est difficile de faire le grand écart. Ouais, mais il nous l'avait expliqué. Je vois bien la nuance entre les deux. Et d'un autre côté, si tu as une équipe de fondateurs ultra techniques ou des ressources ultra techniques qui adorent les process, plutôt des ingénieurs, eux se retrouver dans une culture ultra sales parce qu'ils vont à des enterprises, ils peuvent ne pas se sentir dans leur élément non plus. Et comme j'aime souvent le répéter, je pense que dans l'entrepreneuriat, et comme dans la plupart des aventures, ce qui est important, c'est surtout the journey, comme on dit en anglais, c'est-à-dire l'aventure que tu vis plus que le end goal. C'est pas ok si tu passes 15-20 ans à développer ta boîte et ça en général, ça prend plus de temps que ce qu'on pense au début. Ça va plutôt dans ce sens-là. Et que voilà, tu as une expérience où tu te sens pas à l'aise, que tu n'apprécies pas, et qu'à la fin, tu fais une très belle vente. Pour moi, c'est pas une réussite. Tu as passé 20 ans de ta vie, sur peut-être tes plus belles années, à avoir une expérience désagréable, complètement. Et vice-versa, si tu as une expérience super agréable, peut-être ton end goal, tu pas une super vente, pour moi, c'est plus une réussite parce que tu as passé tes 15-20 années de ta vie à avoir une belle expérience, souvent une belle aventure humaine. Et ça, je pense qu'il faut vraiment le prendre en compte. C'est vraiment cette aventure plus entrepreneuriale qui va compter, plus que le fait de dire ok, je suis sorti avec beaucoup d'argent ou pas au final. Le deuxième point que je voulais creuser avec toi, c'est évidemment dans le scale, l'équipe et l'équipe de management est très clé. Mais ton retour d'expérience, c'est que c'est pas l'essentiel. Il n'y a pas que ça. C'est évidemment indispensable. Et d'ailleurs, tu m'as dit que tu avais eu les limites d'une équipe qu'il aurait fallu upgrader dans ta première boîte et tu étais content de pouvoir repartir d'une page blanche et donc du coup de pouvoir construire une autre équipe sûrement plus dimensionnée, plus capée. Mais j'aimerais bien que tu reviennes sur cette notion des éléments facteurs extérieurs. Alors bien compris son TAM, son SAM comme tu le mentionnes, bien dimensionner ça, le time to market qui est aussi très important. Tu as eu un retour d'expérience là-dessus, si tu peux partager un peu. Donc, ce qui est peut-être intéressant sur la première boîte, donc on n'avait pas d'expérience vraiment entrepreneuriale. Quand on a commencé à scaler, en plus, on s'est un peu précipité. On a commencé à remplir des cases un peu à droite à gauche, en Pologne aussi. Et on avait un middle management qui était pas très expérimenté, assez junior, au final qu'on devait pas mal micromanager. Et en plus, dans le scale, le problème, on en avait parlé, c'est qu'au bout d'un moment, si tu as un middle management qui est pas assez senior, pas assez autonome, tu t'épuises un peu à le micromanager. À un moment donné, tu n'arrives plus à scaler parce que... Tu essayes de mettre des process et en plus, ça ralentit. Et puis tu fais que de gérer du quotidien. Ton temps est limité. Ça mange de l'énergie. C'est ça, ton temps est limité. Donc, dire à chacun ce qu'il doit faire, quelque part, tu as beaucoup limité à ça. Tu deviens le bottleneck un peu de ta boîte. Mais d'un autre côté, la boîte a super bien marché, elle a scalé super vite parce que on a eu un super time to market avec des partenaires. C'était le moment où ils voulaient aussi utiliser des solutions comme nous, qui nous ont propulsés aussi, avec un middle management moyen. Ouais. Là, je vois dans la nouvelle boîte, du coup, on s'est dit on va plus faire la même erreur. Là, on va prendre plutôt des Top Gun parce qu'on n'a plus envie là, de micromanager tout le monde. Et puis en plus avec l'âge, t'as un peu moins d'énergie aussi et t'as plus forcément envie d'être au four et au moulin tout le temps.
Donc ça, c'est top. Mais par contre, tu vois, c'est pas pour ça que la boîte scale toute seule. T'as quand même des challenges de marché, de concurrence et autres. Tout ça pour dire que voilà, tu peux avoir une équipe moyenne et en fonction de pas mal de l'environnement scaler en fait super bien. Et j'ai vu d'autres boîtes comme ça aussi qui sortaient à un moment donné une solution dont le marché avait besoin, l'équipe était pas très bonne. Et la boîte cartonnée, et vice-versa. Des fois, tu as des super équipes qui ont du mal parce que soit time to market, soit concurrence, soit pas mal. T'en tires quoi comme conclusion personnelle ? Alors, je préfère en tout cas travailler avec des Top Gun parce que, encore une fois, c'est l'histoire d'aventure, c'est beaucoup plus enrichissant de travailler avec des gens qui sont meilleurs que toi dans leur domaine. Et puis, encore une fois, hein, si on dit on veut mettre en avant... Il n'y a pas d'ego, quoi. Ouais. On veut mettre en avant l'aventure. T'as beaucoup plus à apprendre et c'est plus excitant de travailler avec des gens, voilà, dont t'apprends pas mal de choses. Donc à le refaire, je ferai ça. Mais par contre, c'est pas évident de maîtriser tous les environnements externes aussi en tout cas, il faut bien le regarder. C'est un point d'attention, notamment le time to market. Tu me disais qu'il fallait être très très vigilant là-dessus. Ta solution, est-ce que c'est vraiment le bon moment ? Est-ce que la techno est bien ? Et pareil, bien comprendre son marché adressable. Absolument. Son marché adressable aussi, on le voit sur notre première boîte. À un moment donné, quand on s'est pas mal concentré avec eBay, à un moment donné, on est arrivé un peu aux limites là, de ce qu'on pouvait faire sur eBay. Et ça a pris pas mal de temps à s'adapter à des nouveaux marchés, parce que souvent t'as un product market fit, mais t'as un channel fit aussi, comment bien vendre sur un marché donné et autres, et ça peut prendre des années en fait, parce que c'est des cycles des fois de 6 mois ou autre pour tester, vraiment valider, donc... channel fit, on n'en parle pas souvent. Et comment tu fais ça ? Comment tu appelles ça, le channel channel fit ? Attends, excuse-moi, c'est intéressant comme concept. Ouais, channel fit en fait, c'est comment tu vas pouvoir bien vendre ta solution sur un marché donné. Tu vois, donc sur eBay, par exemple, on était bien intégré dans la plateforme. Les clients, en gros, ou les utilisateurs plutôt, commençaient à utiliser la solution en mode un peu freemium automatiquement. Ils recevaient un rapport qui leur montrait qu'ils avaient augmenté leurs ventes. Et on a un commercial après qui les appelait, qui leur disait « Vous avez déjà augmenté vos ventes de X sur tel produit. Est-ce que vous voulez faire ça sur plus de produits sur tous les pays ?» Ah bah oui, appuyez ici, et là, ça se vend tout seul. Channel Feed, par exemple, on a essayé de répliquer ça sur Amazon. Sur Amazon, faisait déjà pas mal de choses tout seul. On n'avait pas été aussi bien intégré, par exemple, et du coup, ça se vendait pas du tout aussi facilement. À force, donc, on a testé plusieurs approches, et au bout de peut-être 2 ans, on a réussi un peu à craquer aussi Amazon, mais voilà, ça peut prendre du temps. Longtemps. Ouais. Et, tout n'est pas dans ta main. Et les investisseurs souvent disent, le plus important, c'est l'équipe. C'est sûr que c'est important, mais réussir à pivoter et à trouver le bon angle d'attaque, donc bon product market fit, bon channel fit avec le bon time to market, ça peut prendre des années. Et les investisseurs, aussi pour des bonnes raisons, vont pas forcément financer pendant autant d'années la top équipe pour qu'elle trouve le bon réglage. Le bon réglage. Donc c'est voilà. Du coup, c'est quoi la réponse opérationnelle si pour les auditeurs, l'entrepreneur qui est dans ta position à ce moment-là, comment il doit s'y prendre selon toi ? Il a des investisseurs qui leur disent « Moi, je sors dans 2 ans, faut que tu ailles vite, connecte-toi au truc. » Enfin, peut-être qu'il n'y a pas de réponse. Alors, la réponse n'est pas évidente. Il faut réussir à tester vite. Il y a des méthodes, comme on dit, fake it until you sell it et tout ça, où tu vends à des moments des choses que tu n'as pas vraiment pour valider que il y a ce bon product market fit et autres, au lieu d'attendre de construire une solution. Là, tu perds peut-être 6 mois, 1 an, et après que tu commences à la vendre, tu as peut-être déjà perdu 2 ans. On peut essayer d'inverser les process, dire ok, on commence à vendre et on voit quand ça commence à prendre, on a pas mal de certitudes. Après, on commence à construire la solution. Enfin, il faut essayer il y a aussi une partie un peu étude. Ouais, ton enseignement, c'est qu'il faut le préparer, en fait. C'est qu'en fait, il faut savoir que l'équipe ne fait pas tout et que c'est important de regarder son marché adressable, son channel fit, vraiment qui est tes compétiteurs, etc. et de travailler là-dessus et puis de tester pour essayer d'accélérer sur ces éléments qui sont pas forcément que dans ta main. Il faut être agile, tester vraiment, réussir à trouver un bon framework pour tester rapidement. Je suis assez convaincu que les sociétés qui, dans le futur, vont pouvoir vraiment scaler pour le coup et se développer de manière viable dans le temps. C'est des sociétés justement qui sont agiles et qui vont
qui arrivent à mettre une bonne organisation et un bon framework pour toujours justement trouver ces bons, je dirais, product market fit par rapport à des nouveaux produits, des channel fit, et à toujours réussir à développer des niches, et à toujours un moment donné où, enfin sur la plupart des marchés où tu atteins un peu un seuil, et par contre si tu as un bon framework où tu arrives à répliquer ça... ouais, en gros ce que tu appelles un framework, c'est comme si tu étais en train de monter des bébés spin-off en permanence et que tu allais chercher vite, et tu touches pas au business model historique. Et je pense que le marché va de plus en plus vite en plus, et donc l'avantage concurrentiel qu'on peut avoir est de plus en plus court aussi, donc c'est vraiment... faut pas arrêter d'itérer. C'est ça. Ok. Ce qui est dur parce qu'en plus tu disais qu'il faut beaucoup processer. En fait c'est process versus agilité, c'est équilibré. Pas évidemment, il faut avoir les deux en fait. Absolument. Sur la dernière partie du podcast, on a envie de discuter avec toi, sauf si Aymeric t'as... Non, avec plaisir, vas-y. Est-ce que tu as réfléchi peut-être à ton endgame? En fait, finalement, ton deuxième business, il se prolonge dans le premier. Est-ce qu'il y a une troisième voie possible derrière? Est-ce que tu y as réfléchi? Comment tu vois les choses maintenant? Comme tu es quand même dans le temps long, je répète, 15 ans la première société, là tu es sur une autre aventure. Oui, il y a une histoire d'âge aussi. Aujourd'hui, j'ai 45 ans, donc je me vois pas arrêter de travailler non plus. Et puis, dans mes investisseurs, j'ai vu aussi des expériences de personnes qui arrêtaient de travailler assez tôt et leur comment dire, ils n'avaient pas l'air très heureux. En tout cas. Une fois qu'ils ont fait un peu de conseils. Je pense qu'il y a un temps pour tout. C'est-à-dire que c'est sûr que peut-être à 55, 60 ans, on a une autre approche du temps, mais bon, à 45 ans encore, j'ai eu la chance de commencer assez tôt aussi, donc... Là, pour le coup, pour les 15 prochaines années, je me vois encore aller au moins 10 ans travailler. Tant que mes enfants sortent de la maison, au moins qu'ils me voient travailler à fond. C'est un peu l'exemple que je donne à mes enfants. C'est bien. Et donc, pour en revenir au business, c'est des objectifs de chiffre d'affaires, sûrement. 100 millions de revenus. Et après, potentiellement, soit entrer en bourse, soit faire des merges avec d'autres sociétés. Okay. Mais t'es basé où alors du coup? Alors notre bureau aujourd'hui est à Paris. Après Global, on l'a créé en plein. Notre première boîte, c'était tout le monde au bureau. La deuxième boîte, on l'a créée en plein Covid, donc c'était tout le monde en remote. Et on est resté comme ça parce qu'on a trouvé qu'il y avait beaucoup d'avantages quand même. Ce serait un sujet à faire ça. Ouais. À être en remote. Donc moi, je suis pratiquement toutes les semaines à Paris, mais j'ai ma résidence principale à Aix-en-Provence parce que j'ai ma femme aussi qui a de la famille. Ah oui, ce qui explique que tu prends le TGV là-bas. Okay. Ça t'aime bien, Julien, les aventures dans le sud et tout. Ça te plaît. C'est Marcel Pagnol, moi, là-bas. C'est le château de ma mère, la gloire de mon père, surtout vers chez lui, là. Ma femme est d'Aubagne, juste à côté. Ils ont fait d'ailleurs un bel hôtel là-bas. 3 points que j'ai retenus, qui sont hyper intéressants. Je pense que la culture, dès le départ, quand tu expliques est-ce que tu vas faire une boîte produit, est-ce que tu vas faire une boîte size, c'est clé en fonction du marché que tu vas adresser. Et c'est vrai que souvent, on l'oublie que scaler égale pas automatiser. Ouais. Et ça, c'est une erreur qui est beaucoup faite. Deuxième point, ça on l'a déjà eu dans les podcasts, mais c'est quand même quand tu t'entoures de Top Gun et qu'il n'y a pas de honte à s'entourer de meilleurs que soi, et au contraire, c'est comme ça que tu deviens plus puissant. Et j'ai bien aimé le troisième point, et j'espère que Thomas m'entend là, d'avoir construit un framework où tu essaies de garder toujours une forme d'agilité dans tous les nouveaux business que tu développes pour être hyper rapide, très itératif, pour vite aller trouver t'appelais ça le channel fit, j'ai bien aimé le terme. D'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on fasse un article là-dessus, mais super intéressant. Ouais. Et le product market fit, sûrement, et le channel fit. Ouais. Mais garder ce framework-là pour dire on va vite. Je pense que le monde tourne de plus en plus rapidement, et du coup, il faut rester très agile pour savoir s'adapter et toujours retrouver un peu les nouveaux axes de développement. Ouais. Est-ce que tu as une routine ou des habitudes à côté de la boîte qui font que tu gardes la forme? Ouais, j'aime bien... je fais pas mal de sport. Donc, on dirait pas. Les visiteurs, ils iront regarder la chaîne YouTube. Je me lève tôt le matin, enfin un peu plus tôt le matin, justement avant d'emmener... quand je suis à la maison, j'aime bien emmener mes enfants à l'école. Donc je me lève un peu plus tôt. Comme ça, j'ai une séance de sport. Je me suis fait une petite salle à la maison. Si tu peux donner des cours à Juju éventuellement. Chacun son truc aussi après. C'est pas le tien. C'est ta routine à la maison. Ouais, j'ai ma routine à la maison. Je suis balèze, moi, le mec, vous croyez quoi? tu veux prendre ma place et te mettre à côté pour la vidéo? Bruce Lee, il était sec, il était balèze. C'est vrai. Ok, ouais. Je pensais là va être dans le best-of. Beaucoup de sport. Ouais, beaucoup de sport. Beaucoup de sport, amener les enfants à l'école. Surtout le matin et le week-end aussi, essayer de faire des activités en extérieur, dans la nature. Ça... Tu vois que les gens du Sud, on sort. Je sais, c'est de vos on essaye. Est-ce que tu as un livre que tu recommandes particulièrement, qui t'a plu, que tu as lu?
Alors, il y a un livre qui est un peu barbant, mais c'était les 4 Steps to Epiphany. Je pense que la plupart des entrepreneurs le connaissent, mais il n'est pas évident à lire. Hein. Mais je pense que le concept est bien, justement, de cette forme d'agilité, de dire sortez de chez vous pour justement rencontrer des clients, des partenaires et autres, pour comprendre ce dont a besoin le marché, comment vous pouvez adapter votre solution et autres. Ça, c'est un peu des bases quand même de ce dont on parlait, un peu cette agilité aussi d'entrepreneur. Après, bon, j'ai bien aimé toutes les études un peu à la Jim Collins, tous les livres qu'il a fait, là, les Good to Great, le Build to Last et autres, parce que ces patterns... et comme tu es dans le temps long, en plus, ça va te parler, je pense. Ces patterns sont assez intéressants. Ouais. Et est-ce qu'il y a une personne qu'on peut contacter de ta part pour l'inviter à ce podcast ? Ouais, je vais. Alors j'y réfléchis. Il faut juste d'abord que je lui pose la question. D'accord. Voyage privé, il y a voyage privé avec en Provence. Non, mais il y en a plusieurs. Il y a colis privé aussi. Ouais, je sais pas. Avec, c'était un bel écosystème. Bel entrepreneur aussi, mais. Ouais, donc je vais juste leur poser la question. Pas d'engagement maintenant. Avant de balancer leur nom sur le podcast. C'est un peu engageant, ouais. Écoute, merci beaucoup. C'était super passionnant. Ouais. Et à bientôt. Merci. Ciao. Merci.